Bienvenue à vous dans l'émission Déshabillez-vous. Je reçois aujourd'hui pour vous Djeoti Biyong. Je suis ravie de vous retrouver, ravie de le recevoir. Mais avant de parler avec lui, je vous propose tout de suite un portrait. Djeoti Biyong est né au Cameroun, où il fait une partie de son école primaire. Il continue ses études au Togo, puis en France, au collège et au lycée. Il rate son bac et n'a aucune envie de le repasser. Il se lance donc dans la vie active. Sa vision de lui et du monde change fondamentalement lorsqu'il découvre Cheikh Anta Diop et son œuvre Nation, Nègre et Culture. Alors qu'il est encore au lycée, il réalise 2 bandes dessinées, l'une sur l'origine de l'humanité et l'autre sur Cheikh Anta Diop, jugé malheureusement pas assez professionnel. Classe altienne, il a trouvé sa voie. Il savait désormais ce qu'il voulait faire dans la vie, il se met donc à travailler son art. Aujourd'hui, Djeoti Biyong est auteur de Kemtis. Kemti étant la contraction de 2 mots, Kem et Ti, issus du vocabulaire de la langue pharaonique. Kem signifie noir et Ti signifie image. Il faut donc entendre par Kemti image de la civilisation noire. Ces livres ne rentrent pas dans la ligne éditoriale des maisons d'édition sur place. Il décide donc de créer sa propre structure. Il se lance donc en auto-entrepreneur avec Djeoti Graphique comme enseigne. L'indépendance assume-t-il. Djeoti Biyong, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, et vous? Très bien, je vous remercie. Alors, ce que ne dit pas le portrait de Djeoti Biyong, c'est que vous avez un frère jumeau qui se prénomme Hank, que vous êtes non seulement jumeaux, mais que vous êtes très très proches et très amis, c'est ce qu'il m'a dit. Et que quand vous étiez enfant au Cameroun, puisque vous êtes né au Cameroun, vous étiez tous les deux passionnés de pêche, de chasse et de chasse avec piège, m'a-t-il dit. Et que surtout, vous aviez cet amour immense pour la forêt. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Et quand j'ai demandé à votre frère Hank si vous aviez l'un et l'autre des combats que vous meniez, il m'a fait cette réponse: nous sommes issus d'une civilisation de paix, les combats appartiennent aux autres. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Alors, vous avez bien un frère jumeau qui se prénomme Hank. Oui. Alors, racontez-nous juste un petit peu, Djeoti, comment se passait. Alors, je sais que vous n'avez pas vécu très très longtemps au Cameroun, vous y êtes resté à l'école primaire et puis vous êtes parti au Togo. Donc, comment ça s'est passé l'enfance avec votre frère jumeau, d'autres frères et sœurs peut-être? Non, mon frère surtout. Voilà. Ouais. Ma sœur, elle a plus vécu avec les parents et nous, on a vécu surtout avec les grands-parents. Voilà, donc ça s'est passé dans un milieu villageois, un très très bel environnement, avec une forêt équatoriale majestueuse, où on se perd, enfin une façon de parler, quoi, on se perd dans le jeu à travers toute cette forêt qui nous donne des opportunités et rêver pour se cacher et pour faire plein de petites bêtises. Voilà. Mais disons, c'est un cadre très sécurisant parce que ce n'est plus, nous sommes plus tout à fait la même époque, mais à notre... à dire que nous vivions vraiment dans la philosophie africaine de l'époque, c'est-à-dire qui veut que tous les enfants appartiennent à tout le monde. Et donc c'est chaque adulte qui a un droit et des devoirs sur l'enfant, si bien qu'on pouvait aller partout, on se sentait toujours en sécurité, et chaque adulte de chaque famille avait le droit, je dis bien le droit et le devoir de nous donner à manger. Et par contre, si nous avions également à respecter les adultes, à les regarder comme nos parents, parce que dans nos langues, par exemple, un adulte qui a l'âge de ton père, tu l'appelles papa. Une maman qui a l'âge de ta mère, tu l'appelles maman. Voilà, donc on dit papa, on dit maman, sachant, connaissant pourtant très bien nos parents à nous, mais c'est comme ça, c'est comme ça qu'on nous a appris à vivre, à regarder le monde, et c'est vraiment ça, sur le plan psychologique, sur le plan affectif, c'est très très sécurisant. Voilà. Et donc il y avait ce milieu, il y avait les champs dans la forêt, où après avoir fini de faire nos travaux champêtres, on allait dans la forêt, se baigner, se promener, découvrir plein de choses, des animaux magnifiques qui se baignent dans les rivières, les animaux qui prennent la fuite de manière furtive, on ne les voit presque jamais. Hein, parce que contrairement aux films qu'on voit souvent,
on peut être dans une forêt, passer toute une journée, toute une nuit, peut-être même une semaine sans voir un seul animal. Voilà. Comme pourtant, ils sont là, hein, mais c'est leur milieu naturel, c'est des maîtres du camouflage. Donc, voilà, sauf pour les habitués, les chasseurs affûtés qui... voilà, mais c'est vraiment un milieu qui... je sais pas, est-ce que je dois dire qu'il favorise l'imagination aussi, parce que ça fourmille tellement de vies, de formes différentes que forcément, ça joue sur l'inconscient et l'imaginaire. Alors, vous passez votre bac à Paris. Oui. Enfin, vous passez votre bac, non. vous ratez votre bac à Paris, oui. Mais qu'à cela ne tienne, effectivement, c'est à ce moment-là que vous vous dites, voilà, j'ai découvert ma voie. Vous réalisez deux bandes dessinées. Oui. Qui sont considérées comme n'étant pas forcément très professionnelles. Oui. Mais c'est là que vous vous dites, c'est ça que je veux faire. Oui, en effet, c'est lorsque je découvre Cheikh Anta Diop, l'auteur qui m'a le plus influencé. Pour moi, c'est la référence des références. Donc, j'ai fait une première bande dessinée sur lui, une petite autobiographie en classe de première. Après, j'en avais fait une autre sur justement Kama, déjà à l'époque, peut-être en seconde. Mais bon, moi-même, j'ai estimé que le travail n'était pas... Voilà. Quand on découvre les grands maîtres et tout, on se dit, bon... on peut faire mieux. On peut faire mieux, voilà. On a toujours des exemples devant soi de personnes qui sont très performantes, qui travaillent vraiment super bien, et c'est des sortes de repères. Et qu'il faut toujours comparer son travail à ce qui se fait de mieux, pour pouvoir se hisser à leur hauteur, pourquoi pas être meilleur. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, il fallait bosser mon ami. Donc, comment ça se fait? Donc, votre moyen d'expression, ce sont les kemtis. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un kemti? Kemti, c'est le nom que moi j'ai donné à la bande dessinée afro, dans la mesure où, en fait, j'estime que nous avons également des langues. Et surtout, c'est une manière, pour moi, de signaler aussi la présence des Africains d'une manière générale, qu'ils soient du continent ou la diaspora, dans ce genre littéraire qu'en France, on appelle la bande dessinée, aux États-Unis, on appelle les comics, ou au Japon, on appelle les mangas. Voilà. Il ne s'agit de présenter notre propre vision, de présenter notre propre travail à travers notre propre sensibilité. Et disons que le monde à travers notre propre œil, quoi. Voilà. Kemti signifie en fait image noire, Kem en ancien égyptien qui veut dire noir, et Ti également en ancien égyptien qui veut dire image. Voilà, donc par extension, image de la civilisation noire, parce que moi-même je suis noir et je viens de cette civilisation égypto-nubienne. Alors, il y en a pour le moment 6 kemtis. Vous êtes en train de travailler sur le 7e, on va en parler tout à l'heure. Donc, il y a Sundiata, il y a Chaka, l'enfance d'un roi, Isis et Osiris, et puis il y a la trilogie Kama, il était une fois en Afrique, Kamtiu, oui. Il était une fois les Africains, et Iteru, il était une fois les enfants du Nil. Alors, de quoi ça parle? De quoi ça parle, tous ces kemtis? Tout mon travail parle de l'histoire africaine, notre histoire commune, notre histoire générale. Il s'agit de mettre notre patrimoine historique en avant, de manière à ce qu'il soit aussi bien connu par nous d'abord, et puis par les autres qui sont curieux de savoir ce que c'est que la véritable histoire des Noirs et non pas ce qu'une certaine idéologie peut véhiculer. Voilà. Donc Sundiata, c'est un coup de cœur, parce que c'est l'un des rares héros que nous connaissons depuis notre école primaire, depuis le primaire, le collège et tout. Donc Chaka Sundiata, je pense que c'est des personnages historiques africains les plus connus peut-être. Et donc pour Sundiata, c'était pour moi une manière de présenter aux jeunes l'Afrique dite du Moyen-Âge. Justement, à qui ça s'adresse, tous ces kemtis? Il y a un public en particulier que vous visez en particulier? Lorsque je travaille, je pense d'abord à la jeunesse. Voilà. Je pense d'abord à la jeunesse parce que, bon, nous avons découvert notre histoire assez tardivement. Et je pense qu'à travers ce genre littéraire, cela leur permet de connaître, de rentrer en contact beaucoup plus tôt, à l'âge qu'ils s'y, avec leur propre patrimoine historique, avec leur histoire. Voilà. Ce qui leur permettra de grandir comme tous les autres enfants des autres pays, des autres nations. Alors justement, vous faites un travail avec le jeune public, vous avez l'occasion de rencontrer les jeunes publics, de leur lire, de faire quelquefois des lectures de vos ouvrages. Quels sont les échanges que vous avez avec eux? Quelles sont leurs demandes? Qu'est-ce que vous sentez qu'ils attendent de vous? Mais la première chose qu'ils attendent,
je pense, puisque je suis passé par là, en fait, c'est de se voir. Voilà. De se voir, de se reconnaître, de s'admirer, de sentir qu'on parle de ambiant. Et aussi qu'on les présente sous un jour de noblesse, de fierté, de dignité, voilà, quelque chose qu'on ne les raconte pas ailleurs. Voilà. Et c'est ce que c'est pas que je cherche forcément à le faire, mais c'est-à-dire, je vais montrer ce que nous avons de meilleur, de beau, de grandiose. Voilà. Jusqu'à présent, on nous a seulement montré plus ou moins, de façon vraie ou pas vraie, les côtés, on va dire, nos défauts. Et moi, je vais montrer que l'Afrique, le monde noir, a de belles choses. Voilà, dans son patrimoine historique, nous avons des choses grandes, de belles civilisations, de très très grandes personnalités qui ont façonné le monde, pas seulement l'Afrique, qui ont façonné le monde. Donc pour moi, mon objectif, c'est de vraiment mettre ça en avant pour nous, pour qu'on se débarrasse d'un certain complexe d'infériorité et qu'on nous participions de façon sans complexe à l'édification de ce monde. Voilà. Comment vous créez? Qu'est-ce que c'est votre processus de création? Mais il s'agit pour moi d'abord de me demander de quoi avons-nous besoin. Je ne crée pas pour créer, parce que pour moi, un artiste doit être elle doit être utile, doit être au service de sa société. Voilà, donc je me demande d'abord de quoi avons-nous besoin, et en fonction des besoins que je peux lire à travers les différentes manifestations, à travers mes propres constatations, mes propres analyses, je choisis des sujets qui ne sont jamais très loin de l'actualité, ou qui sont dans l'actualité, mais que nous avons vécu dans le temps ancien. Parce que ce que l'homme vit aujourd'hui, il a vécu il y a 1000 ans, il y a 100 ans, il y a 2000 ans, il y a 5000 ans. Ce n'est pas des choses nouvelles, c'est juste un renouvellement avec de nouvelles techniques, des sagesses, des leçons qu'on a reprises et puis qu'on essaie de rectifier le tir, c'est tout. Voilà. Je vous ai demandé de choisir un titre, un morceau préféré. Et donc on va en parler maintenant. Il s'appelle comment? Alors, il y a un morceau de Ali Farka Touré que je trouve mystique, parce qu'il me transporte, ça s'appelle Aïdou. Voilà. C'est du blues. Pourquoi ce morceau-là? J'aime bien les morceaux qui sortent un peu du lot, qui te font pressentir le divin, qui font sentir qu'il y a un son, il y a quelque chose de particulier qui ne vient pas seulement à l'esprit par la simple volonté humaine. Parce qu'il faut une sorte d'inspiration divine, quelque chose en fait, qui nous font découvrir que bon, l'homme est dans le divin, que le divin, il est là, il n'existe pas. Et ce morceau, voilà. Et Ali Farka Touré, qui est-ce? Il est d'origine malienne, je pense qu'il est décédé. Et il fait du blues. Et justement, il y a, je crois que c'est Martin Scorsese, soit c'est lui, c'est un autre, en tout cas un réalisateur américain, qui a consacré une émission à ce très très grand musicien africain. Et justement, on découvre les origines du blues justement dans cette partie du continent qu'est le Mali. Bon, écoutez, je vous propose d'écouter tout de suite donc, le morceau d'Ali Farka Touré.
Tibeyong, en plus d'être scénariste, dessinateur, vous êtes également un acteur culturel engagé en faveur de l'Afrique et de sa diaspora. En quoi consiste votre engagement? Engagé, oui, on peut dire ça. Il s'agit pour moi, en fait, à travers des invitations que diverses associations me font, de présenter mon travail, de créer un espace où, en dehors du livre, je peux faire vivre durant quelques minutes, durant quelques heures, l'histoire africaine aux enfants. J'ai eu cette expérience notamment avec Apprends-moi à comprendre, qui est une association qui œuvre à la découverte de notre culture. Bon, j'ai pu rencontrer aussi des lycéens dans un lycée, par exemple, à Clichy. Bon, c'est l'UT Newton, voilà, où justement des personnes qui veulent ouvrir l'esprit des élèves au monde m'ont appelé, c'est une prof qui m'a appelé pour présenter mon travail, faire connaître l'histoire africaine telle qu'elle est réellement, et puis partager mon expérience d'auteur avec les enfants. Il y a également dans une autre ville, Aulnay-sous-Bois, où j'ai présenté la mythologie de l'Égypte ancienne aux enfants, et ils ont adoré, parce que leur maîtresse, qui était sur le point de leur faire découvrir la mythologie gréco-romaine, voulait, dans une initiative personnelle, leur faire savoir que, certes, il y a la mythologie gréco-romaine, mais il n'y a pas que ça. Le monde est vaste, il y a plusieurs cultures et il y a d'autres mythes. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à partager avec les enfants, qui étaient de toutes les nationalités. C'était vraiment assez spécial, mais vraiment c'était... Avec eux, il y a une sorte d'interactivité, parce que je n'aime pas me poser là et puis raconter ma petite vie. J'aime qu'il y ait des échanges. Donc ça interagit comme voilà, et c'est ça qui rend... je les fais rentrer dans l'histoire. Ouais. Je les fais poser des questions comme s'ils connaissaient déjà. Voilà, même s'ils ne connaissent pas, je fais comme s'ils connaissaient déjà. Et à partir de là, il y a des questions qui fusent. Je fais des rappels, ils lui donnent leurs observations et ça rend la chose vivante et puis tout le monde est content, personne ne s'ennuie, quoi. C'est important, cette espèce de stimulation, de parler c'est important. Ça donne aux enfants, ça leur donne de l'importance. Voilà. C'est pas simplement, ils viennent là, ils assistent à une sorte de, je sais pas, je vais pas dire gourou, mais bon, j'ai dit le mot, ils écoutent et puis oui, vous connaissez rien, écoutez, moi je vais parler, puis vous allez entendre, non. Voilà. Je pense que le fait d'amener les enfants à s'imprégner, à participer à quelque chose, à une connaissance en fait qui s'élabore, voilà, c'est important. Parce qu'ils se sentent importants dans la mesure où ils ont l'impression qu'ils sont en train de créer eux aussi. Ils sont en train de m'apprendre quelque chose, de s'apprendre quelque chose et d'apporter quelque chose à leurs camarades. Et ça, c'est vraiment très important sur le plan psychologique, à mon avis. Il y a des valeurs essentielles que vous véhiculez, donc dans votre vie normale, mais également à travers vos KMT. C'est la paix, la justice et le partage. En fait, c'est vraiment comme je dis, j'ai vécu avec mes grands-parents. Et cette chose-là, ces valeurs-là, on les vit vraiment. Je ne dis pas que tout est beau, hein, mais je dis qu'on les vit vraiment. Et pendant mon âge, j'ai été pétri dans ces valeurs. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, et si je continue d'en parler, c'est parce que je pense que le monde a plus que jamais besoin de ces valeurs, de partage, d'esprit de justice et de paix. Voilà. On va parler particulièrement d'un KMT, c'est celui-ci, donc le premier de la trilogie, c'est Kama. Voilà. Dans Kama, on retrouve une similitude avec ce qu'on appelle les contes créoles. Oui. C'est cette espèce de, justement, vous le disiez, d'interaction. Tout à fait. Le conteur interpelle la foule pour savoir si elle dort, si elle s'est pas endormie et si elle est toujours là. Et effectivement, le griot fait la même chose. Oui. En fait, dans mon travail, il y a, surtout par rapport à ces 3 livres, je me suis fait le devoir de rappeler à la communauté afro-caribéenne que ça, c'est leur histoire également. Voilà, c'est pour ça que à chaque fois, lorsque le grand-père en pèse, parce que je raconte l'histoire sous la forme d'un conte, même si ce n'est pas un conte, où un grand-père transmet à ses petits-enfants l'histoire des Noirs. Donc,
à chaque fois, elle dit Yékri, les enfants répondent Yékra. Yémistikri, Yémistikra. En fait, c'est une formule qui existe en Afrique, c'est juste que c'est les mots qui changent. Par exemple, moi, je suis... Ce sont exactement les mêmes en créole. Chez moi, par exemple, sur les bassins du Cameroun, lorsque le compteur, avant de commencer son compte, il interpelle le public, l'assistance, en disant « Angengenaye » et l'assistance répond « Yessi ». Donc, on voit que c'est les choses qui sont restées. Donc, ici, pour interpeller, pour dire que je parle de vous, j'ai voulu intégrer ce Yékri Yékra. Voilà. Donc ici, il s'agit d'un échange entre un grand-père et ses petits-enfants, dans Comment il était une fois en Afrique, où je parle des origines de l'humanité. L'humanité a pris naissance en Afrique, elle était noire, pour quelles raisons, et comment elle va se diversifier dans le temps et dans l'espace. Et voilà de quoi ce livre parle, justement pour amener les jeunes, mais également les moins jeunes, à saisir ces informations pour en fait dépasser les coordonnées ethniques, c'est-à-dire le fait de savoir que nous sommes juste des produits de la nature et non pas issus d'une certaine imagination et fertile idéologie qui veut que, bon, telle race, si on peut dire ça comme ça, soit supérieure à une autre. Non, c'est juste la nature qui nous a forgé, c'est une adaptation et c'est des lois de la nature. C'est-à-dire qu'un ours polaire ne peut pas vivre dans le sud du Sahara, va crever en quelques heures. De même qu'un lion dans la savane ne peut pas vivre en Sibérie, il va crever. Mais c'est juste une question d'adaptation. Voilà. Je voudrais qu'on parle quelques instants de Kemet, le pays noir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire justement? Qu'est-ce que c'est que Kemet? Alors, Kemet, en fait, c'est le nom de l'Égypte ancienne, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de l'Égypte antique, l'Égypte des pharaons. Et c'est l'une des premières civilisations, parce que la première, en fait, c'est la Nubie. La Nubie est la première civilisation au monde qui a donné naissance à l'Égypte ancienne. Parce qu'il faut savoir que toutes les découvertes archéologiques, les prémices de la civilisation pharaonique commencent dans un territoire qu'on appelle aujourd'hui le Soudan et qui dans les temps anciens, les anciens appelaient la Nubie ou l'Éthiopie. Voilà. C'est là-bas que s'est formé le premier gouvernement. Tout l'attirail du pharaon qu'on connaît aujourd'hui ont pris d'abord naissance en Nubie. Et c'est des Nubiens qui, en descendant le Nil, vont bâtir les premières dynasties et qui vont apporter en fait une civilisation qui ne fera que se perdurer dans le temps, surtout à partir de la troisième dynastie, normalement de Djoser. Voilà. À partir de Djoser, la civilisation pharaonique, Kemet, avait déjà posé toutes les bases et elle ne fera que se perpétuer dans le temps. Voilà. Donc Kemet, c'est vraiment, on peut dire aujourd'hui la Nubie et l'Égypte ancienne, Kemet, c'est la mère, c'est la base. C'est aujourd'hui comme la civilisation gréco-latine pour l'Europe. Voilà, donc c'est vraiment la mère de la civilisation du monde noir, quoi. Voilà. Vous n'avez pas trouvé votre place dans les maisons d'édition traditionnelles, donc du coup, alors soit vous n'avez pas trouvé votre place, soit on n'a pas voulu vous faire d'autre place. Enfin, il y avait un rapport comme ça. Donc du coup, vous vous êtes dit, je vais créer ma propre maison d'édition, ça s'appelle GOT Graphics. Oui. Vous vous épanouissez comment dans votre maison d'édition? Mais en fait, c'est d'abord une question de liberté. Une question de liberté. Et bon, la liberté, ça se paye. Hein. Il y a des sacrifices parce que bon, on n'est pas entouré. Il n'y a pas toute cette grosse machine bureaucratique et financière. Donc c'est vraiment, ce sont les convictions qui m'ont poussé à me dire que bon, ben, aujourd'hui, il y a toute une technologie, des appareils qui sont là, les impressions, tout est devenu plus ou moins démocratisé, si bien qu'aujourd'hui, pour qui le veut, il suffit juste d'avoir la volonté, avoir quelque chose en vie, d'avoir quelque chose à dire et puis se lancer. Voilà. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien de mystique. Voilà. Et il faut juste avoir quelque chose à dire et puis avoir une vision, être au service d'une cause et puis se lancer. Vous avez des objectifs aujourd'hui? Quels sont les objectifs aujourd'hui? Est-ce que vous sentez que vous avez une mission particulière? Oui, mettre l'Afrique en avant. Voilà, c'est ça. Je trouve que c'est nous avons des civilisations, une civilisation, la grande civilisation africaine qui couvre tout le continent et sa diaspora et qui commence depuis la vallée du Nil, depuis la région des Grands Lacs jusqu'au delta. Et puis les autres civilisations qui sont nées après la chute de l'Égypte et puis de la Nubie. Et
Aujourd'hui, nous ne connaissons pas très bien cette civilisation et ces civilisations. Elles sont majestueuses, elles sont belles, d'une beauté qu'on n'imagine même pas et qu'on arrive à peine à découvrir, aussi bien sur le plan matériel que spirituel. Hein. C'est des choses extraordinaires. Aujourd'hui, par exemple, sur le plan scientifique, on commence à découvrir ce que nos ancêtres disaient depuis des temps immémoriaux. Quand on parle de la spirale originelle, quand on parle les architectes qui découvrent que l'architecture, les maisons en Afrique, les villes ou les villages ne sont pas construits au hasard. Il y a un terme, j'ai oublié, c'est un... Bref, en fait, l'architecture, l'urbanisme africaine, ancienne, hein, pas aujourd'hui, on essaie de copier à gauche, mais l'urbanisme suit une vision, une cosmogonie, une façon de penser et une pensée. Rien n'est fait au hasard. Même au niveau de la parole, rien n'est fait au hasard. Voilà. Aujourd'hui, on découvre un petit peu que la cosmogonie Dogon, c'est une cosmogonie qui est très proche de la science. Sinon même, elle est véritablement scientifique. Mais c'est surtout, je pense, sur le plan spirituel que l'Afrique se révèle être un puits de leçons et un puits de science, non seulement pour nous les Africains, pour l'humanité de manière générale. Voilà. Et je pense que pour ma part, avec mes modestes moyens, je vais tout faire pour mettre cette richesse en avant, pour nous d'abord, pour que nous sachions que il n'y a pas à avoir de complexe vis-à-vis de qui que ce soit. Nous devons découvrir, comme le disait Cheikh Anta Diop, nous devons découvrir ce que le monde doit à notre génie. Parce que sans l'Afrique, le monde ne serait pas où il se trouve aujourd'hui. Les mathématiques sont nées en Afrique, l'astronomie, la géométrie, l'arithmétique. Or, sans les mathématiques, rien ne peut se faire. Voilà. On parle maintenant de votre livre préféré. Alors, le livre, c'est Nations nègres et culture de Cheikh Anta Diop. Oui. On l'a dit dans le portrait, Cheikh Anta Diop, c'est quelqu'un qui vous a marqué, qui a changé votre vision du monde et votre vision de vous-même. Oui. Aujourd'hui encore, et en quoi justement à quel point il a pu changer votre vision et votre personnalité? Disons qu'il y a deux choses que Diop m'a apporté. La première, c'est la rigueur. En lisant les livres de Cheikh Anta Diop, notamment Nations et Culture, j'ai approfondi, j'ai perfectionné ma façon de présenter mon travail. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je dirais encore que c'est la rigueur. C'est curieux parce que jusque-là, je me suis toujours intéressé à l'histoire, mais l'histoire n'a jamais... Enfin, l'histoire qui nous est présentée, en dehors du fait des grandes réalisations que Diop a pu révéler à travers l'Égypte pharaonique, la Nubie, le Mali et tout ça, c'est le pourquoi du comment. Telle chose existe. Pourquoi? Par exemple, quand on parle de la dot, mais pourquoi la dot existe? Pourquoi le matriarcat a existé en Afrique? Pourquoi la femme occupait une position si prépondérante en Afrique? Pourquoi justement la solidarité, l'esprit de paix, l'esprit de justice dont je parle? Pourquoi toutes ces valeurs? En fait, ce n'est pas né d'un idéalisme. Hein. C'est juste que c'est le contexte qui le voulait. C'est les hommes par le pragmatisme, le choix, en fait, il fallait faire ce choix ou disparaître. Par exemple, dans une agglomération où les gens vivent en proximité, il faut ces valeurs de paix, de partage, de justice, sinon on se tape tout le temps et la vie est impossible. Pourquoi, par exemple, le matriarcat? Le matriarcat est né dans un contexte de sécurité, dans un environnement qui ne privilégiait pas la force physique. Donc, aussi bien l'homme et la femme pouvaient s'épanouir. Donc, dans des groupes qui se sont organisés assez tôt, la femme, puisque c'était des clans, des familles élargies, donc les hommes vont s'apercevoir que plus le groupe a de membres, plus il est puissant. Donc, c'est la femme en tant que mère qui permet la multiplication des membres du groupe. Donc, en fait, c'est elle qui, la puissance du clan repose sur la femme. Donc, les hommes se sont dit, ah, donc, comme c'est comme ça, avec bien sûr la complicité de la femme, puisque les intérêts communs sont bien compris, ils vont se dire, bon, nos filles, nous, maintenant, désormais, vont rester chez eux, et c'est les hommes qui se déplacent pour venir vivre dans le foyer de leur femme.
Comme ça, les biens à la fois matériels et immatériels restent chez nous. Et du coup, la femme devient la propriétaire terrienne, la propriétaire de tous les biens. Si bien qu'avec l'apparition de la monarchie, elle a une puissance telle que, bon, il faut passer par elle pour être élu, pour être roi ou autre chose. Donc, c'est elle qui détient le véritable pouvoir politique, le roi n'étant que l'exécuteur. Donc, voilà pourquoi j'adore Cheikh Anta. Parce qu'en fait, il nous explique le pourquoi de chaque chose. Et ce qui nous permet en fait de dépasser certaines pratiques, parce que nous jugeons qu'aujourd'hui, elles ne sont plus de mise. Le contexte a changé, il faut autre chose. Ou alors de garder ce qui a défié le temps. Voilà pourquoi j'adore Cheikh Anta Diop. Allez, on passe maintenant à notre question récurrente. La question, cher J.O. Tibillon, qu'avez-vous fait, que faites-vous ou que souhaiteriez-vous faire pour changer le monde? En fait, je ne fais rien pour changer le monde. Je fais partie du changement. Je fais partie du changement. Un petit peu comme dans la spirale originelle. Ouais. Voilà. Je suis dans le mouvement, je suis dans la vibration. Je ne suis pas en dehors. Voilà. Je fais partie de la vibration. Dans la cosmogonie africaine, on dit que l'homme est Dieu. Et donc l'homme participe à la perpétuation de la création. Il participe à la création. Voilà. Il faut juste être sensible, il faut être juste à l'écoute. Et un petit peu comme une feuille dans une vague. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, en tant que vibration cosmique, en tant que partie de l'univers, j'apporte juste ma part. Voilà. Et puis l'univers continue comme ça dans son élan. Et il change. Voilà, c'est lui le puissant. Nous, on est fait partie du puissant. On arrive maintenant à votre actualité. Alors, l'actualité, J.O. Tibillon, c'est votre 7e Kempti, qui va s'appeler Kandaka. Tout à fait. Alors, Kandaka, donc ce n'est pas la suite non. C'est complètement autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est Kandaka? Kandaka, c'est une grande dame. C'est une très très grande dame qui mérite vraiment d'être connue par tous les Africains, mais par le monde entier. Un petit peu aujourd'hui, comme on connaît un peu Jeanne d'Arc, en Europe, qui a courageusement combattu les troupes anglaises. Kandaka, dans l'Antiquité, a résisté et a même vaincu à l'époque la plus redoutable puissance militaire de l'époque, c'est-à-dire Rome, sous César Auguste, c'est-à-dire que Rome est déjà à son apogée, l'Égypte est vaincue, et César Auguste décide de pousser ses troupes à travers la Nubie pour soumettre ce puissant empire millénaire. Donc, depuis 300 ans déjà, la Nubie est gouvernée par des femmes, et c'est justement l'une d'elles qui va s'illustrer à travers sa résistance héroïque et victorieuse contre Rome, et qui fera d'elle la référence des références, puisque après son règne, tous les reines qui vont le succéder prendront son nom comme générique, un peu comme tous les autres sont venus qui ont pris le nom de César plus tard. Enfin. Donc j'ai décidé à travers 2 volumes, j'ai commencé ce travail depuis 2012, hein. Voilà, 2012, et j'ai vraiment mis le temps qu'il fallait, mais je pense que je voulais lui rendre vraiment un grand hommage à travers mon livre. Bon, c'est une épopée, donc il s'agit de mêler à la fois un peu de fiction, un peu de mythologie, de la spiritualité, mais donner quelque chose qui donne envie. Je ne voulais pas rentrer dans un livre plus ou moins qui fait un peu style documentaire, non, je voulais quelque chose un peu... Vous avez vu 300 ? Oui. Voilà. Je n'ai pas pensé à 300, mais quand je pense à 300, j'ai un peu dans le même style, c'est-à-dire que donner une information d'une façon plus ou moins un peu fantasmée, mais qui repose sur des réalités historiques. Voilà. Donc Kandaka, en fait, est connu aujourd'hui plus sous le nom de Candace. Voilà. Et donc, à travers la Bible, on parle des Candace, notamment, je pense, avec un certain Philippe. Bon, bref, dans la Bible, on parle de Candace. Strabon a parlé de cette reine, dont elle dit qu'elle lui a un courage au-dessus de son sexe. Bon, ça c'est le Romain. Hein. Voilà. Et donc,
C'est une femme qui mérite d'être connue en fait parce qu'elle a arrêté en fait la colonisation romaine du reste du continent. Rome a colonisé l'Afrique du Nord, a colonisé également l'Égypte, mais c'est une femme en fait qui a arrêté, qui a stoppé net son avancée, qui l'a repoussé hors des frontières et qui a eu un traité de paix, mais dont les accords étaient plutôt en sa faveur parce qu'elle était en position de force. Donc ce n'est pas une légende, c'est une histoire réelle, une histoire vraie. Bon, certains ont voulu parfois ravaler son héroïsme en disant que oui, bon, ben, les Romains ont plutôt... comment on peut dire? Bon, il y a un arrangement, mais c'est parce que ce n'était pas parce qu'elle avait gagné. Mais il y a eu dernièrement, il y a un Français, un archéologue français, Claude Rilly, qui étudie les méroïtiques, justement, qui a dit que non, mais d'après que lorsque on étudie les traités, les termes du traité, et effectivement, c'est elle qui était en position de force, c'est elle qui avait gagné. Voilà. Il dit expressément, l'un des rares vainqueurs de Rome est une femme. Elle ne parle pas au conditionnel. Voilà. Donc, il fallait vraiment que je fasse connaître cette histoire à nos femmes, à nos jeunes filles, aux femmes de manière générale, pour les dire comme... Bon, ça sort cette année. Ça, c'est pour 2018. Voilà. 2 volumes. D'accord. Où est-ce qu'on peut trouver vos ouvrages? Mes ouvrages, il y a d'abord mon site internet, djewoutygraphics.com, où on peut commander en toute sécurité mes ouvrages. Mais il y a la librairie Présence africaine, 25 rue des Écoles, sur Paris, quartier latin, où on peut retrouver également mes livres. Il y a un espace, je veux dire, culturel à Châtelet-Les-Halles, Quadrille des prêcheurs. Bon, il y avait également une librairie qui s'appelle Littérature. Bon, mais je pense peut-être que littérature va fermer, peut-être pas, mais où on peut trouver également mes ouvrages. Voilà, et prochainement, ils seront également à la librairie Galerie Congo. C'est 23 rue Vanneau, voilà, sur Paris. D'accord. Donc pour l'instant, 6 Kemptier, le 7e arrive. Tous ceux-là sont disponibles. Hein. Tous ceux-là sont disponibles, sauf un, sauf Caman, qui est en rupture de stock. Voilà, parce que lorsque je sors des exemplaires, ce n'est pas en grosse quantité. Voilà. Djewouty Biyong, merci beaucoup. Merci d'être venu jusqu'à nous et de nous avoir présenté donc, votre travail et vos ouvrages. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Et du succès. Eh ben alors, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci à vous, à votre équipe. C'est vraiment fort gentil. C'est toujours agréable de vous retrouver. Vous me mettez à l'aise et puis vous me permettez de toujours continuer de parler de mon travail, de présenter notre histoire commune, l'histoire commune de l'Afrique, mais qui est également le patrimoine, ça fait partie du patrimoine de l'humanité. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, quant à vous, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Déshabillez-vous. À bientôt.